Imaginez une arme si redoutée qu'elle a défini une ère du crime avant de se transformer en symbole de liberté sur le champ de bataille. Le crépitement saccadé de ces rafales résonnait aussi bien dans les speakeasies que sur les plages du débarquement. Elle fut maniée à la fois par des hors-la-loi et des libérateurs des criminels et des héros. Comment le pistolet mitrailleur Thompson, célèbre pour ses liens avec les gangsters, est-il devenu un héros de moments cruciaux de l'histoire? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une arme, mais celle d'une transformation radicale. Une légende née d'intentions nobles, tombée dans l'infamie, puis réhabilitée dans le creuset du plus grand conflit que le monde ait jamais connu. L'histoire du pistolet mitrailleur Thompson ne commence pas dans les bas-fonds de Chicago, mais dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. En 1917, la Grande Guerre s'était enlisée dans une impasse cauchemardesque. Les soldats recroquevillés dans des tranchées boueuses n'étaient séparés de leurs ennemis que par quelques mètres de terre dévastée. Lorsque venait l'ordre de sortir de la tranchée, les hommes armés de fusils à verrou se retrouvaient tragiquement mal préparés pour le combat rapproché brutal qui éclatait dans les tranchées adverses. Ce dont l'infanterie avait désespérément besoin, ce n'était pas d'un fusil conçu pour la précision à longue portée, mais d'une arme capable de balayer des espaces confinés par un feu automatique écrasant un balai de tranchée, capable de renverser le cours du combat corps à corps. C'est alors qu'entre en scène John Taliaferro Thompson, officier de carrière de l'armée américaine promu général de brigade. Thompson n'était pas étranger au développement d'armes à feu. Il avait déjà travaillé au sein du département de l'armement de l'armée. Il comprenait le problème fondamental auquel faisait face l'infanterie moderne. Les armes traditionnelles rendaient les soldats vulnérables dans la nouvelle réalité de la guerre industrielle. Sa vision était révolutionnaire pour l'époque, placer la puissance de feu automatique directement entre les mains du soldat individuel, en créant une arme capable de tirer des munitions de pistolet à un rythme jusqu'alors réservé aux mitrailleuses lourdes, servies par des équipes. En 1915, Thompson découvrit un brevet déposé par John Bell Bliss, un commandant de la marine américaine, décrivant un système de recul retardé fondé sur le principe d'adhésion des métaux sous haute pression. Avec le soutien financier de l'homme d'affaires, Thomas Fortune Ryan Thompson fonda en 1916 la Auto Ordnance Corporation. La mission de l'entreprise était unique, développer une arme automatique légère et portable pour le fantassin moderne. Thompson et son équipe d'ingénieurs, Theodore Eickhoff, Oscar Payne et George Goll, travaillèrent sans relâche sur un projet qu'ils baptisèrent avec emphase The Annihilator, animés par la conviction que leur création arriverait à temps pour faire pencher la balance de la guerre en faveur des Alliés. Ils conçurent une arme d'une grande sophistication mécanique. Elle utilisait le système Bliss-Lock qui empêchait théoriquement la culasse de s'ouvrir tant que la pression dans la chambre n'était pas retombée à un niveau sûr. Le Thompson tirait la cartouche. 45 ACP, Automatic Colt Pistol, la même munition que le pistolet réglementaire de l'armée américaine, un choix délibéré. Les munitions étaient disponibles en abondance, et leur pouvoir d'arrêt était éprouvé. L'arme possédait un canon renforcé muni d'ailettes de refroidissement, une poignée avant verticale distinctive et pouvait accueillir soit des chargeurs droits de 20 ou 30 coups, soit des chargeurs tambours emblématiques de 50 ou 100 coups. Mais le destin en décida autrement. Lorsque les prototypes du pistolet mitrailleur Thompson furent prêts à être expédiés en 1918, la guerre prit fin, 2 jours avant leur arrivée en Europe. Les énormes contrats militaires qu'espérait Thompson s'évaporèrent du jour au lendemain. L'armée américaine, en pleine transition vers la paix, manifesta peu d'intérêt pour une arme automatique coûteuse, alors que les fusils à verrou avaient suffi à faire le travail. Le coût de production extraordinairement élevé, environ $200 par unité en 1920, soit plus de $3000 actuels, rendait l'arme prohibitive pour la plupart des acheteurs potentiels. Ce qui devait être un outil de libération pour les soldats américains devint un produit désespérément en quête de marché. Le premier modèle de production désigné modèle 1921
entra en fabrication limitée, mais les ventes restèrent faibles tout au long des années 1920. La transformation du pistolet mitrailleur Thompson de matériel militaire en icône criminelle s'opéra sur fond de l'une des expériences sociales les plus tumultueuses des États-Unis, la Prohibition. En 1920, le 18e amendement et le Volstead Act instaurèrent l'interdiction de fabriquer, transporter et vendre de l'alcool dans tout le pays. Ce que les législateurs imaginaient être une croisade morale engendra au contraire une vaste entreprise criminelle. Les syndicats du crime organisé, conscients des profits colossaux de l'alcool illégal, se transformèrent de bandes de rue en organisations d'affaires sophistiquées, et ces organisations avaient besoin de puissance de feu. Le Thompson trouva alors un marché inattendu. Les entreprises criminelles, enrichies par le trafic d'alcool, pouvaient aisément se permettre son prix exorbitant. Plus encore, le Thompson offrait des capacités parfaitement adaptées aux conflits territoriaux violents et aux opérations de maintien de l'ordre qui caractérisaient les guerres de gang. Là où un revolver ou un fusil de chasse nécessitait de recharger après quelques tirs, le Thompson pouvait libérer une puissance de feu dévastatrice en continu. Ces cartouches de calibre 45 possédaient un pouvoir d'arrêt considérable, et sa cadence de tir, environ 800 coups par minute, sur les premiers modèles, permettait à un seul tireur d'obtenir des effets qui, auparavant, exigeaient plusieurs hommes armés. L'arme gagna son surnom tristement célèbre de « machine à écrire de Chicago », durant cette époque, une référence à la fois au son saccadé de ses rafales et à son association avec la scène criminelle notoire de la Windy City. Chicago devint synonyme de violence armée au Thompson. Le massacre de la Saint-Valentin de 1929 en reste l'exemple le plus fameux. 7 membres du gang du Nord de George Box Moran furent abattus méthodiquement fauchés par environ 70 balles tirées de pistolets mitrailleurs Thompson. Bien que les meurtres aient été largement attribués à l'organisation d'Al Capone, personne ne fut jamais condamné pour ce crime. Les 2 pistolets mitrailleurs utilisés lors du massacre furent finalement retrouvés 10 mois plus tard dans le Michigan, après que le gangster Fred Killer Burke eut abattu un policier lors d'un contrôle routier. Les tests balistiques confirmèrent que c'étaient bien les armes du massacre, mais Burke ne fut jamais inculpé pour ces meurtres. Chicago n'était que la scène la plus visible de la carrière criminelle du Thompson. De New York à Kansas City, de Detroit à la Nouvelle-Orléans, les figures du crime organisé reconnurent l'avantage tactique que procurait cette arme. Des braqueurs de banque comme John Dillinger maniaient le Thompson lors de leurs campagnes violentes, bien que des criminels tels que Bonnie Parker et Clyde Barrow aient en réalité préféré le fusil automatique Browning qu'ils volaient dans les dépôts de la Garde nationale. La capacité de cette arme à percer les carrosseries et les blocs moteurs des véhicules de police poursuivants la rendait particulièrement précieuse pour les criminels cherchant à s'extraire d'embuscades ou de barrages routiers. Les médias et l'industrie du divertissement saisirent le potentiel visuel spectaculaire du Thompson. Les journaux publiaient des photos d'armes confisquées accompagnées d'histoires de violences mafieuses. Hollywood plaça le Thompson au centre des films de gangsters qui fascinaient le public de l'époque de la dépression. Le Thompson devint bien plus qu'une arme à feu, il devint un symbole culturel de l'anarchie, de la violence et du côté sombre du rêve américain durant la Prohibition et la Grande Dépression. Les forces de l'ordre, conscientes qu'elles étaient dépassées en puissance de feu, commencèrent elles aussi à adopter le Thompson. Le FBI, les polices d'État et les forces municipales s'en équipèrent progressivement, retournant l'arme contre ceux qui l'avaient rendu célèbre. Mais dans la conscience publique, le mal était fait, le pistolet mitrailleur Thompson, conçu pour défendre la démocratie dans les tranchées de France, était désormais indissociablement lié au monde criminel. Au fil des années 1930, tandis que l'ombre d'un nouveau conflit mondial s'allongeait sur l'Europe, les stratèges militaires commencèrent à réévaluer les armes qu'ils avaient autrefois rejetées. Le pistolet mitrailleur Thompson, malgré sa réputation sulfureuse, présentait des caractéristiques correspondant étonnamment bien aux doctrines tactiques émergentes. La guerre d'Espagne, qui éclata en 1936,
servit de terrain d'essai pour les armes qui seraient largement employées durant la Seconde Guerre mondiale. Les observateurs militaires notèrent l'efficacité des pistolets mitrailleurs dans les combats urbains et les opérations d'assaut confirmant les concepts que John Thompson avait formulés 2 décennies plus tôt. Lorsque la guerre éclata en Europe en septembre 1939, la Grande-Bretagne se retrouva confrontée à la perspective d'affronter un ennemi moderne et mécanisé. L'évacuation de Dunkerque en mai 1940 laissa les forces britanniques privées d'une grande partie de leur équipement lourd. La menace d'une invasion allemande était réelle, et le Royaume-Uni avait désespérément besoin d'armes. Le Thompson, immédiatement disponible grâce à la production américaine, offrait une solution rapide. La Grande-Bretagne finit par acheter plus de 100 000 exemplaires, devenant l'un des premiers et des plus importants clients militaires du Thompson. Les commandos britanniques, unités d'élite formées pour mener des opérations contre l'Europe, occupée par les nazis, adoptèrent le Thompson avec un enthousiasme particulier. Ces troupes entraînées pour des actions rapides, agressives et des retraits éclairs trouvèrent l'arme parfaitement adaptée à leurs besoins. La fiabilité, la puissance d'arrêt et la cadence soutenue du Thompson en faisaient un outil idéal pour les combats rapprochés rencontrés lors des raids contre les installations allemandes. Les opérations de commando démontrèrent l'efficacité du Thompson entre les mains de soldats hautement entraînés, menant des attaques directes. L'arme devint si associée à ces unités que le No. 1 Commando fit même figurer le Thompson sur son insigne. Lorsque les avions japonais attaquèrent Pearl Harbor le 7 décembre 1941, entraînant pleinement les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, la réputation du pistolet mitrailleur Thompson entama sa transformation finale. Mais cette rédemption ne fut pas sans complications. Le processus de fabrication du Thompson, complexe et coûteux en matériaux, le rendait mal adapté à la production de masse. Chaque arme nécessitait un usinage intensif de ses composants en acier et un ajustement méticuleux des pièces. À une époque où les États-Unis devaient armer des millions de soldats en un temps record, le Thompson représentait un véritable défi industriel. L'armée américaine adopta d'abord la variante M1128A, équipée d'un compensateur de relèvement pour réduire le recul et compatible à la fois avec les chargeurs droits et les chargeurs tambours. Cependant, les stratèges militaires reconnurent rapidement la nécessité de simplifier la conception. Les ingénieurs développèrent alors la version M1 officiellement adoptée en avril 1942, qui supprima le compensateur de relèvement, le complexe système Bliss-Lock, ainsi que la compatibilité avec les chargeurs tambours, au profit d'un fonctionnement plus simple par recul direct blowback. La M11, introduite plus tard de la même année, simplifia davantage la production en intégrant le percuteur directement à la tête de culasse, supprimant complètement le mécanisme de marteau. Ces modifications réduisirent considérablement le temps et le coût de fabrication. La M1 simplifiée pouvait être produite pour environ $43 l'unité contre plus de $100 pour la M1128A1 précédente. Malgré ces améliorations et l'apparition en 1943 de la M3 Grease Gun bien moins chère, le Thompson resta en production durant toute la guerre. Environ 1,7 million de pistolets mitrailleurs Thompson furent produits pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 1,44 million pour les versions simplifiées M1 et M11. À la fin du conflit, les Thompson dépassaient les M3 en service dans un rapport de près de 3 contre 1, preuve de la demande persistante malgré leur coût plus élevé. Le Thompson gagna sa place dans l'histoire militaire grâce à ses performances au combat. Dans les bocages normands, après le débarquement du 6 juin 1944, l'infanterie américaine se retrouva à combattre dans un labyrinthe de haies et de murs de terre, surmonté d'une végétation dense, où les affrontements se déroulaient à quelques mètres seulement. Le Thompson excella dans cet environnement, offrant aux chefs de section et aux unités d'assaut la puissance de feu nécessaire pour submerger les positions défensives allemandes dans des combats rapprochés d'une brutalité extrême. Les parachutistes et rangers américains, qui recevaient en des Thompson plus fréquemment que les unités d'infanterie régulières,
appréciaient particulièrement cette arme pour les combats rapprochés qu'exigeait leur mission. Dans le théâtre du Pacifique, le Thompson se révéla tout aussi précieux dans des conditions radicalement différentes. La guerre dans la jungle posait des défis uniques, visibilité réduite, distance d'engagement très courte, humidité élevée et présence constante de la corrosion. La robustesse et la fiabilité relative du Thompson lui permettaient de fonctionner là où d'autres armes devenaient inutilisables. Les Marines américains engagés dans les campagnes d'île en île comptaient sur le Thompson pour nettoyer les bunkers japonais, les grottes et les positions fortifiées. Sa puissance d'arrêt était particulièrement appréciée face à des soldats ennemis déterminés lors de combats au corps à corps. Cependant, le Thompson n'était pas exempt de limites dans le Pacifique, la balle de calibre 45 à faible vitesse initiale peinait à traverser la végétation dense et les petits troncs d'arbres, réduisant ainsi son efficacité en milieu tropical. Certaines unités de Marines finirent par préférer le fusil automatique Browning Bar pour les patrouilles dans la jungle, car sa munition de calibre .30 offrait une meilleure pénétration. Les forces du Commonwealth, notamment les troupes australiennes et néo-zélandaises, utilisèrent d'abord largement le Thompson avant de le remplacer progressivement par des armes plus légères comme les Owen et Austin en raison de son poids et de difficultés d'approvisionnement. Les campagnes en Afrique du Nord et en Italie démontrèrent encore la polyvalence du Thompson. Dans les déserts de Libye et d'Égypte, il resta relativement fiable avec un entretien approprié malgré le sable et la poussière. Durant la campagne d'Italie, alors que les forces alliées progressaient à travers les montagnes et les villes médiévales, le Thompson prouva une fois de plus son efficacité aussi bien dans les combats urbains que dans les batailles de montagne. Cette arme servit avec efficacité sur des terrains aussi divers que les étendues glacées de l'Europe du Nord ou la chaleur accablante de l'Afrique du Nord. Il est essentiel de comprendre que le Thompson militaire différait grandement des armes de l'ère des gangsters qui avaient bâti sa réputation. Les modèles militaires étaient généralement équipés de chargeurs droits de 30 coups bien plus pratiques que les chargeurs tambours encombrants et peu fiables popularisés par les films. La doctrine militaire mettait l'accent sur la discipline de tir et la conservation des munitions des rafales courtes et contrôlées plutôt qu'un feu continu. Le Thompson militaire était un outil d'assaut de précision entre les mains d'hommes entraînés soigneusement intégrés dans la tactique des sections, non pas un instrument de violence aveugle. Les soldats armés de fusils semi-automatiques, M1 Garand, étaient souvent placés en tête de patrouille, tandis que les hommes équipés de Thompson se tenaient juste derrière eux, formant ainsi une structure défensive et offensive en couches. Le service militaire du Thompson ne prit pas fin avec la reddition du Japon en août 1945. Les forces américaines emportèrent des pistolets mitrailleurs Thompson dans la guerre de Corée à partir de juin 1950, où l'arme se révéla une fois de plus efficace dans les combats rapprochés. Bien qu'elle y jouât un rôle plus limité que durant la Seconde Guerre mondiale, la nature changeante de la guerre, avec un accent croissant sur les affrontements à longue distance, réduisit son utilité tactique. En 1967, l'armée américaine déclara officiellement le Thompson obsolète, même si un grand nombre d'exemplaires demeuraient entreposés. Dans un épilogue inattendu, le pistolet mitrailleur refit surface pendant l'implication américaine au Vietnam. Vers la fin de 1961, alors que le président John F. Kennedy augmentait massivement l'aide militaire au Sud-Vietnam, des caisses de Thompson furent expédiées en Asie du Sud-Est. L'armée de la République du Vietnam reçut des milliers d'exemplaires bien que beaucoup de soldats sud-vietnamiens les jugèrent trop lourds et leur préférèrent d'autres armes. Les conseillers militaires américains, les unités de reconnaissance et même certains marins de la US Navy opérant dans les zones côtières utilisèrent le Thompson durant le début et le milieu des années 1960. Certains soldats américains croisèrent des Viet Cong armés de Thompson, capturés ou reçus d'autres sources. Mais vers la fin des années 1960, le Thompson avait pratiquement disparu du service de première ligne,
rendu définitivement obsolète par l'adoption massive du fusil M16, capable de tir automatique et d'une portée bien supérieure. L'influence du Thompson sur la conception des armes à feu se révéla plus subtile que directe. S'il démontra la valeur de la puissance de feu automatique portable pour l'infanterie, sa construction complexe et coûteuse servit d'avertissement aux concepteurs. Les armes qui lui succédèrent, la M3 Grease Gun, l'Uzi israélienne, la Sterling britannique, mirent toutes l'accent sur la simplicité, la facilité de fabrication et le faible coût. Le véritable héritier du rôle tactique du Thompson apparut avec l'adoption des fusils d'assaut à cartouches intermédiaires, capables de tir sélectif, offrant une puissance automatique à plus longue portée et avec davantage de précision que les pistolets mitrailleurs. Pourtant, le legs culturel du Thompson perdure d'une manière que son créateur n'aurait jamais pu imaginer. Les jeux vidéo modernes situés durant la Seconde Guerre mondiale mettent souvent en avant sa silhouette distinctive, introduisant ainsi de nouvelles générations à cette arme iconique. Les films et séries télévisées évoquant à la fois l'ère des gangsters et la Seconde Guerre mondiale assurent au Thompson une reconnaissance visuelle universelle. Les musées exposent des Thompson à la fois comme artefacts du crime organisé et symboles de la vaillance militaire, témoignage de la double identité complexe de l'arme. Les collectionneurs recherchent avec passion les premiers modèles originaux produits par Colt en 1921, dont les prix varient entre 25 000 et 45 000 $, voire davantage selon l'état et la provenance. Cette dualité demeure le trait le plus fascinant du Thompson. Peu d'armes portent un poids symbolique aussi contradictoire. D'un côté, il incarne un chapitre sombre de l'histoire américaine, une époque où le crime organisé maniait une puissance de feu militaire contre ses rivaux et les forces de l'ordre. Lorsque le crépitement sec du Tommy Gun résonnait dans les rues des grandes villes, il annonçait la violence et la peur. De l'autre, il symbolise le courage et le sacrifice des soldats qui ont combattu le fascisme pendant la guerre la plus dévastatrice de l'histoire des hommes qui portaient le Thompson sur les plages hostiles et à travers les champs balayés par les balles au nom de la liberté. Le parcours du pistolet mitrailleur Thompson de nécessité militaire à icône criminelle puis à légende guerrière illustre à quel point la signification d'une technologie dépend non seulement de son ingénierie, mais aussi des mains qui la manient et des causes qu'elle sert. La vision du général John T. Thompson donnait à chaque soldat individuel le pouvoir du feu automatique finit par se réaliser. Bien que le chemin fût bien plus sinueux qu'il ne l'aurait imaginé, l'arme qui avait manqué sa guerre en 1918 trouva sa rédemption dans le conflit suivant, se transformant d'un symbole d'anarchie en instrument de libération. Aujourd'hui, le Thompson demeure un rappel que les armes, comme tous les outils, ne possèdent aucune moralité intrinsèque, elles reflètent uniquement les intentions et les actions de ceux qui les utilisent. Des tranchées qui inspirèrent sa création aux plages, où il contribua à la victoire des speakeasy, où il devint infâme au champ de bataille, où il gagna le respect. L'histoire du Thompson reste celle d'une invention humaine, faite d'innovations de conséquences imprévues, d'infamie et de rédemption. Le Thompson Submachine Gun, jadis honni comme la machine à écrire de Chicago, demeure à jamais un symbole de la puissance industrielle et de la détermination militaire américaine, gravant pour toujours son nom parmi les légendes de la guerre du XXe siècle. L'histoire du Thompson est avant tout une histoire humaine, une histoire d'innovation et de conséquences imprévues d'infamie et de rédemption, révélant la relation complexe entre la technologie et la société. Il demeure l'une des armes à feu les plus reconnaissables de l'histoire. Son profil distinctif, le canon à ailette, la poignée avant verticale, le chargeur tambour, évoquent instantanément une époque où le destin du monde était en équilibre. Chaque arme, chaque soldat, chaque décision comptait d'une manière dont les échos résonnent encore à travers les générations. Le pistolet mitrailleur Thompson, autrefois méprisé comme la machine à écrire de Chicago, est devenu et demeure un symbole de la puissance industrielle américaine
et de la détermination militaire, gravant à jamais sa place, à la fois comme leçon morale et comme légende de la guerre du XXe siècle. Si cette plongée dans l'histoire militaire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits d'armes légendaires ou oubliées. Et dites-nous en commentaire quelle arme vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Votre suggestion pourrait bien inspirer notre prochaine histoire.